Durante la década de los 90, el gobierno canadiense se encargó de identificar a las personas pertenecientes a una de las tantas comunidades Inuit, con el fin de recuperar testimonios sobre lo acontecido durante la planificada tortura por parte del Estado norteamericano. Podemos observar que las fotografías tomadas son cuadradas porque son parte de las identificaciones gubernamentales que se llevaron adelante. Es aquí donde nuestro fotógrafo, Liam Comard, entra en acción, tras ser contratado por el gobierno canadiense para realizar dicho relevamiento. Liam Comard, atrapado por conocer más sobre esta comunidad dados sus orígenes familiares, dedicó vastos años de su vida a documentar el día a día de los Inuit. Al principio, Comard intentó desligarse de los prejuicios que su mirada cultural le había hecho construir sobre ellos, pero tras lograr entrar en confianza, no pudo evitar preguntarles por los tristes rostros de muchos en la comunidad, pero por sobre todo de los más pequeños. Fue allí donde le compartieron lo aberrante de su presente. Un dato de color interesante es que casi no podemos encontrar fotografías públicas de Kumar dado su rechazo al registro fotográfico de sí mismo. Los Inuit llegaron desde Siberia a través del estrecho de Bering milenios después de los primeros americanos. Inicialmente basaron su economía en la caza y la pesca, para lo cual empleaban utensilios nativos, elaborados con materiales naturales como arpones, cuchillos y demás. Las embarcaciones, como el conocido kayak, y otros medios de transporte, como el trineo tirado por perros, son de desarrollo propio. En la dieta de los Inuit juegan un papel muy importante el pescado, las focas, las morsas, las ballenas y otros animales marinos, cuya carne ingieren tanto cruda como cocida. También cazan osos polares, zorros, caribús y liebres. Las focas constituyen un bien muy preciado, ya que además de ser su sustento principal en el largo invierno, proporcionan a estas poblaciones pieles para confeccionar ropa o tiendas de campaña y grasa que se convierte en un valioso combustible. Entre algunos grupos inuit se extiende la práctica del desplazamiento estacional, consistente en expediciones destinadas a la caza de caribús en verano, que suponen el desplazamiento de familias enteras a regiones interiores de Alaska y Canadá, donde habita el caribú, mientras que en el invierno regresan a sus asentamientos originales, centrándose en la caza de la foca y en la pesca en el hielo. En la sociedad inuit, cada familia es un ente autónomo que mantiene relaciones de amistad y cooperación con sus vecinos. En este hábitat tan duro, la solidaridad y la cooperación se hacen necesarias para la supervivencia, de modo que la norma social elemental es la obligación de ayudar a la propia familia. El matrimonio se basa en la división sexual del trabajo, de modo que mientras los hombres son los encargados de la caza y la pesca, las mujeres son las responsables de la casa y de los niños. Mostrando gran adaptación a la climatología ártica, los encontramos en un área de 5.200 km². Existe una gran diversidad de grupos lingüísticos, aunque todas integran la familia lingüística esquimal-aleutina, con una serie de rasgos comunes referidos a su economía, a su hábitat y a sus costumbres. Destacan los Inuit y los Yupik, que habitan en el noreste de Siberia. Las condiciones en las que vive esta cultura son extremas por las temperaturas frías, las bajísimas tasas de lluvia y la baja productividad agrícola, características de las regiones árticas. La ausencia de estaciones y el calentamiento global están modificando el hábitat, afectando a su modo de vida. Los estudios científicos hacen prever que en el futuro el hielo del Ártico desaparecerá en verano, lo que supondrá un cambio radical en la vida de esta comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bonjour Igor. Buenísimo. Buen día, Liam. ¿Cómo va? Hoy te queremos hacer algunas preguntas porque estamos haciendo un trabajo para la materia de julio. Así que, nada, vamos a estar traduciendo con el traductor de Google en tiempo real para poder comunicarnos. Decime si se me escucha bien y qué te parece. Je pense que c'est une question personnelle. J'aimerais pouvoir trouver une réponse qui me satisfasse complètement, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Je pense que la photographie fait partie de ma vie, une partie importante, mais je ne pense pas que ce soit la seule partie. Mais mes débuts dans la photographie viennent avec mon premier appareil photo à l'âge de 17 ans. Un Pentax Camille de mon père. C'était un excellent appareil photo.
Je pense que les choses se sont faites naturellement. J'ai toujours eu la photographie en tête, depuis que j'ai appris à utiliser un appareil photo. J'ai mis longtemps avant d'acheter mon premier appareil photo personnel. Je ne m'en souviens pas précisément, mais c'est probablement la même photo prise par la plupart des photographes qui se lancent dans la photographie à leur début. La pleine lune la nuit. Un moment magique, simple et beau. C'est encore l'un de mes préférés. Ma première réaction a été « Qu'est-ce que c'est, un extraterrestre ?» Ce fut un moment mémorable. Cela m'a fait réaliser que la photographie était quelque chose que je voulais faire pour le reste de ma vie. L'année dernière a marqué 30 ans depuis le premier projet photographique que j'ai fait avec les Inuits au Canada. Cela s'appelait « Ses limites » et c'était une occasion unique d'approfondir sa place. Je voulais documenter la culture et transmettre le point de vue des Inuits sur la façon dont ils vivaient sur la Terre et dans la nature à l'époque. De plus, il y avait un besoin de m'immerger dans cette culture, à cause de mon ascendance et de mon histoire familiale. Mes grands-parents étaient Inuits et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mon grand-père était chasseur et ma grand-mère était une femme inuite couturière. Ils m'ont beaucoup appris sur leur culture et leur mode de vie. La première chose que j'ai pensé quand je les ai vus, c'est que quelque chose de mal a dû leur arriver. Je me souviens qu'en regardant les photos, je me suis demandé « Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» Et c'est là que j'ai décidé de m'impliquer pour en savoir plus sur leurs histoires. J'ai réalisé qu'ils n'étaient pas orphelins, mais qu'ils avaient été kidnappés par l'Église catholique et emmenés dans un orphelinat au Québec. Cela a été un choc pour moi, car je n'en savais rien. Je ne savais pas ce qui s'était passé au Canada, ni ce qui s'était passé dans l'histoire récente de ce pays. Je pense qu'il est important de connaître notre histoire, c'est une partie essentielle de nous. Dans ce cas, l'histoire des Inuits est une partie essentielle du Canada. Ils sont nous, ils sont Canadiens, et ils ont des histoires fascinantes à raconter. Et c'est notre travail en tant que photographe, en tant que documentariste, d'enregistrer et de partager ces histoires avec autant de personnes que possible. Il n'a pas été facile de trouver des informations sur le sujet. Il n'y avait pas beaucoup d'informations parce qu'on parlait peu de l'Église catholique en tant qu'acteur impliqué à l'époque. Ce fut un processus long et difficile, mais cela en valait la peine. Les autorités ecclésiastiques, qui n'étaient pas en bon terme avec le Premier ministre Jean Chrétien à l'époque, ont tenté d'entraver notre enquête. Cela m'a conduit à un autre projet plus vaste, un projet sur les problèmes de l'Église catholique et ses méthodes à cette époque. Ce travail s'appelle « Les garçons qui pleurent », que j'ai publié en 2005. C'était une série de photos documentaires sur les mêmes garçons qui apparaissent dans « Leurs limites », qui a été publiée en 1989 et aussi une série intitulée « Le secret de mère ». Les deux traitent du sujet des méthodes de l'Église catholique, de ce qu'elle faisait avec les enfants à cette époque. Ce qu'ils ont fait dans les années 1950 est un secret et à ce jour, ils continuent d'essayer de le cacher. Beaucoup d'histoires de garçons continuent à ce jour. Aujourd'hui, ils sont adultes. Certains sont devenus des militants, d'autres sont des historiens. Ils sont tous fortement impliqués dans les luttes pour les droits du peuple inuit. Et beaucoup d'entre eux connaissaient leur origine grâce aux photos et à l'histoire que nous avons commencé à raconter. Ils ont reconnu leurs camarades de classe et amis à travers les photos. Donc, au final, les photographies ont eu un impact positif sur sa vie. C'était si facile. Ils m'ont accepté comme un de plus. Je me sentais très à l'aise. J'avais l'impression d'être chez moi. Je leur ai montré mon travail, quelques photos que j'avais déjà postées et j'ai dit « Salut les gars, je suis Liam Kumer » et ils ont dit « Viens Liam, prends un appareil photo et viens avec nous, prenons des photos avec l'appareil photo, ou si vous voulez, vous pouvez vous asseoir avec nous. » Je suis très fier de ma culture. Je suis très fier d'être un Inuit de ce pays, d'être de la famille Kumulungwak. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je voulais faire pour chacun d'eux. Beaucoup d'entre eux ne vivent plus et sont morts dans leur communauté, et ce projet veut se souvenir d'eux, cherche à s'assurer qu'ils ne soient plus jamais oubliés. L'intelligence artificielle était d'une utilité vitale pour pouvoir reconstituer d'éventuels liens familiaux avec des descendants membres de la communauté inuite. Grâce au travail de divers domaines d'études, nous avons pu établir des modèles qui ont facilité la construction de modèles d'intelligence artificielle pour rendre la reconstruction aussi précise que possible, et avec une petite marge d'erreur. C'était complexe au début. Dans une certaine mesure, il y avait des conflits sur la reconnaissance de ce que l'État avait fait il y a des années. Mais finalement, c'est devenu un problème d'État, dit mal et vite. C'est à ce moment que plus de ressources sont apparues, des médecins légistes, des anthropologues, des historiens. Nous collaborions tous. Mais le grand changement est survenu lorsque les programmeurs se sont impliqués et ont apporté ce système d'intelligence artificielle pour reconnaître et réinterpréter les visages avec mes photos.